Tous, je pense qu'on va pouvoir commencer bientôt. Bienvenue, j'espère que vous n'avez pas trop mal aux cheveux et que vous êtes bien réveillés. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler de traduction littéraire. La raison pour laquelle je fais cette présentation, c'est que c'est en fait un sujet tout à fait nouveau pour moi et une partie de la traduction que j'ai découvert il y a un an exactement. Je vais vous expliquer un petit peu comment je suis entré en contact avec ce milieu-là. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la traduction littéraire ? La traduction littéraire, en fait, c'est la traduction d'une œuvre d'auteur, donc ça peut être un roman, une nouvelle, une bande dessinée, etc. Et généralement, le traducteur littéraire travaille avec des maisons d'édition, c'est-à-dire avant que l'ouvrage soit publié. Il va signer sa traduction, c'est-à-dire que, bon, ça c'est encore un grand débat dans ce domaine-là, est-ce qu'on doit donner au traducteur la même place qu'à l'auteur ? Est-ce qu'il doit vraiment être sur la couverture ou pas ? Mais généralement, son nom de toute façon apparaît. C'est une traduction signée et il touche des droits d'auteur. D'accord ? Donc ça, c'est une grande différence avec la traduction technique qui s'occupe notamment, par exemple, de textes médicaux, de marketing, tourisme, etc. Donc moi, personnellement, je travaille en tant que traducteur technique. C'est mon travail normal, on va dire, de semaine. Et sur le côté, je fais de la traduction littéraire. Alors, comment je suis entré en contact avec ce milieu-là ? Alors, moi, j'habite à Budapest, en Hongrie. Et tout a commencé en 2019. Voilà, j'ai tout laissé derrière moi et je suis parti à Budapest pour apprendre le hongrois dans le cadre d'une bourse organisée par le gouvernement hongrois qui s'appelle Magyar Nyelvi és Hungarológiai Képzés, donc apprentissage de la langue et de la culture hongroise. Essayez de le répéter, c'est un bon tongue twister. Mais c'était organisé par l'Institut Balachi, qui depuis est devenu l'Institut Liszt, et qui en fait est un programme qui prend tout en charge, donc c'est-à-dire le logement étudiant, les cours, etc. Seulement, la seule condition, c'est qu'après un an, on soit B2 et qu'on passe l'examen gouvernemental prouvant qu'on est B2. Donc voilà, pour moi, c'était un bon petit challenge. Donc je suis parti là-bas. Et au départ, c'était vraiment pas pour me diriger vers la traduction. C'était juste une langue qui m'intéressait. Et je savais pas très bien ce que je pourrais faire avec. Franchement, comme c'est une toute petite langue, comme vous le savez. Et c'est juste après que... Donc voilà, ça c'est pour illustrer un petit peu l'apprentissage du hongrois. Ça m'a pris une année entière, je me suis consacré qu'à ça. Mais en fait, j'ai réalisé que le même Institut Balachi avait une toute petite formation qui s'appelait Műfordító Képzés, formation pour traducteurs littéraires. Donc on était une dizaine de personnes. C'est vraiment une petite niche, mais là c'est mon groupe, on était au lac Balaton. Et franchement, c'est là que j'ai découvert ce qu'était la traduction littéraire. On était encadré par certains des meilleurs traducteurs de l'allemand notamment vers le hongrois ici. Et donc on a pu bénéficier de l'expérience de tous ces traducteurs-là qui ont pu nous donner les bons réflexes pour traduire du hongrois, dans mon cas, vers le français. Et donc petit à petit, j'ai commencé à traduire. Évidemment, on s'est concentré sur des textes qui présentaient certaines difficultés pour vraiment apprendre les bons réflexes. Et j'ai eu l'occasion de publier ma première nouvelle en ligne il y a exactement un an. Donc tout ça pour vous dire que c'est quelque chose de très nouveau pour moi. Et ici, voilà, c'est un travail, une bande dessinée que je suis en train de traduire. Mais la raison pour laquelle je voulais aussi faire cette présentation, c'est que moi, ma formation, c'est traduction, interprétation. J'ai étudié ça à Bruxelles et personne ne nous a jamais parlé de la traduction littéraire. C'était plutôt, est-ce que tu veux te diriger vers le juridique, le médical, etc. La traduction littéraire, c'était un peu, personne n'en parle. Pourquoi ? Parce que c'est considéré comme la forme de traduction la plus complexe, c'est-à-dire où il faut vraiment jongler avec les références culturelles, etc. Et généralement, il y en a très peu. Il faut se faire une bonne réputation, avoir une certaine renommée pour vraiment avoir la confiance des éditeurs et traduire. Donc chaque langue a généralement une petite dizaine de traducteurs attitrés. Et donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai une chance avec le hongrois qui est une toute petite langue, mais
voilà, ça peut plaire à d'autres. Alors pourquoi la traduction littéraire? Qu'est-ce qui me plaît dans ce milieu-là? La première chose, c'est que c'est véritablement un métier de passeur. Donc vous savez, le passeur, c'est ce qu'on voit sur l'image ici, c'est le battleur, celui qui transporte les personnes d'une rive à l'autre sur une rivière. Et donc le rôle du traducteur, c'est vraiment de faire connaître une autre culture et de vraiment faire passer le lecteur dans un autre monde. C'est ça qui me plaît avant toute chose, mais aussi le fait que c'est un travail de création ciblé. C'est-à-dire qu'en tant que traducteur, vous êtes un petit peu... Voilà, c'est un travail de création, pas comme un auteur qui écrirait son propre livre, mais c'est comme si vous tissiez sur un canevas, en fait, qui a déjà été créé. Donc, c'est-à-dire, ça demande énormément d'imagination. Vous devez savoir exactement ce qu'a voulu dire l'auteur dans telle ou telle partie, mais il n'y a pas cette partie inventivité. Donc, c'est-à-dire, un auteur qui écrit un nouveau livre, eh bien, il doit réfléchir à l'intrigue, etc. Tout ça n'entre pas dans l'équation quand vous êtes traducteur littéraire. Donc, vous pouvez vraiment vous focaliser sur le vocabulaire, sur le mot juste, etc. Et c'est ça aussi qui me plaît. Troisièmement, vous avez le temps de vérifier et de réfléchir. J'ai travaillé personnellement en tant qu'interprète de conférence, où là, vraiment, vous avez vraiment le stress parce que vous devez écouter et parler en même temps, et souvent écrire en même temps quand vous avez des chiffres extrêmement longs que vous ne pouvez pas retenir juste comme ça. Donc autant dire qu'après 30 minutes d'interprétation simultanée, c'est comme si j'avais couru un marathon. Donc vous aviez vraiment le stress. Et je me suis dit, c'est pas pour moi, c'est très bien payé, mais, mais sur le long terme, je pense que j'aurai une petite crise cardiaque autour de mes 40 ans, je sais pas, mais voilà, ça a vraiment un effet, un effet à long terme. Alors, que faut-il pour faire un bon traducteur littéraire? La chose principale, la première qualité, c'est, je pense, le goût du mot juste. C'est ça que j'adore aussi, c'est que parfois vous avez une phrase, et quand vous traduisez un passage, ça peut être une seule phrase. Parfois vous réfléchissez pendant 1 heure, vraiment, vous essayez de recombiner, de restructurer la phrase pour vraiment reproduire ce qu'a dit l'auteur, et parfois la réponse vous arrive au moment où vous y attendiez le moins. Donc par exemple, voilà, vous vous baladez en forêt. Ah, mais c'est ça qu'il voulait dire. Voilà, j'ai trouvé cette expression française qui correspond exactement dans ce contexte. Donc il faut déjà une bonne connaissance de sa langue maternelle. Ça, on ne le dira jamais assez. Quand vous êtes traducteur, c'est avant toute chose votre langue maternelle que vous devez polir, que vous devez connaître vraiment à fond, parce que c'est la langue dans laquelle vous traduisez, et vous devez connaître véritablement chaque nuance des mots, chaque image qui est associée avec une certaine expression, avant de pouvoir l'utiliser. Deuxièmement, forcément, aimer la lecture et l'écriture, ça aide quand même, étant donné qu'on va le voir, pour traduire, il faut quand même être dans ce milieu littéraire, avoir vraiment, savoir ce qui se fait en traduction actuellement, et lire beaucoup de traductions, ça aide énormément. Et l'écriture, donc c'est-à-dire vous devez comprendre un petit peu comment se construit une intrigue, comment reproduire des effets de suspense, par exemple, etc. Si ça vous botte, ben, voilà, ça peut être intéressant pour vous. Troisièmement, pouvoir accepter de faire des compromis. Parce que la grande difficulté en tant que traducteur, c'est que quel que soit le mot, donc par exemple vous avez une expression idiomatique hongroise impossible à retranscrire, à traduire littéralement, mais vous devez trouver quelque chose. Vous êtes forcé. Et alors il faut vraiment pas être perfectionniste, dans le sens où il faut savoir faire des compromis, parce qu'à la fin, il faut de toute façon qu'il y ait une espèce d'équivalent, souvent imparfait, mais il faut de toute façon écrire quelque chose. Alors, les 3 étapes de la traduction, 3 grandes étapes. Premièrement, la phase de compréhension, c'est-à-dire vous lisez la phrase, il faut vraiment saisir exactement ce qu'a voulu dire l'auteur. Deuxièmement, la déverbalisation, ça c'est la phase la plus importante, c'est-à-dire
ne pas traduire littéralement, mais vraiment extraire le sens et souvent les plusieurs couches de sens qui résident dans la phrase pour enfin, troisième étape, les reformuler. Et ça, ce qui est extrêmement important et ce que j'ai appris pendant ma formation, c'est que le sens des mots, en fait, n'est qu'une seule partie de la traduction. Il y a également le style qui est extrêmement important. Donc, il faut vraiment... Parfois, j'avais le réflexe de traduire quelque chose. Bon, voilà, ça veut dire quelque chose, ça reproduit bien l'original. Mais si le style n'y est pas, donc par exemple, si c'est un texte humoristique et que la phrase n'est pas drôle, ben voilà, l'effet recherché par l'auteur n'est pas reproduit dans la traduction. Donc, il faut vraiment prendre en compte toutes ces variantes pour pouvoir traduire. Alors, on va prendre un petit exemple concret, un exemple de difficulté de traduction. Le cas Harry Potter, d'accord ? Dans les Harry Potter, on sait tous, il y a énormément de néologismes, de mots que J.K. Rowling a véritablement inventés et qui sont souvent très ancrés dans le contexte anglo-saxon. Donc, pour traduire des mots comme ça, il faut vraiment faire preuve d'inventivité et effectuer ces 3 étapes dont j'ai parlé, vraiment savoir ce qui se cache derrière un mot. Quand un anglophone entend ce mot-là, qu'est-ce qui lui vient à l'esprit? Et seulement après, on peut traduire. Donc, qui sait ce qu'est le Golden Snitch et le Bludger? Des fans de Harry Potter ici? Oui? Ce que c'est, dans quel contexte? Exactement. Donc c'est ça. Donc le Golden Snitch, c'est la balle qu'il faut attraper pour que le match s'achève et qui apporte le maximum de points. Et le Bludger, donc c'est la balle qui frappe les joueurs pour les faire tomber de leur balai. Donc comment est-ce qu'on va les traduire? D'abord le Golden Snitch. La traduction, c'est le vif d'or. Parce que donc il a déconstruit, il n'y a pas vraiment cette notion de vitesse dans Snitch, mais c'est vraiment une petite balle très rapide. Et donc pour vraiment retranscrire ce sens-là, le vif d'or, vif donc c'est-à-dire très, très agile, très rapide. Et le Bludger, là Bludger, c'est en anglais, c'est quelqu'un d'un peu mou, d'un peu paresseux. Et il a pris une autre variante, un autre aspect du mot, vu que c'est la balle qui cogne les joueurs, on va appeler ça un cognard. Donc cogner, donc pas connard, attention, c'est très différent. Et on a le suffixe un peu péjoratif de art, donc par exemple comme dans pantouflard. Un autre exemple, c'est boggart. Alors ça, c'est très anglo-saxon. C'est, je pense, un petit nain maléfique qui vit dans les placards ou quelque chose comme ça. Donc il y a cet aspect effrayant. Donc ceux qui connaissent Harry Potter, qu'est-ce que c'est un boggart? Exactement, un monstre qui prend l'apparence de votre plus grande peur. Donc, pour retraduire ça, c'était impossible de faire référence au folklore anglo-saxon. Et donc, on va prendre la particularité de cette entité, on va dire ça comme ça, c'est de faire peur aux gens. Et donc la traduction, c'est épouvantard. Alors ça fait penser à épouvantail, vous savez, ce qu'on met dans les champs pour effrayer les oiseaux. Mais ici, on va prendre le même suffixe que cognard, et donc épouvantard, c'est quelque chose qui vous fait peur. Alors ça, c'est vraiment la trouvaille qui pour moi j'ai lu les Harry Potter quand j'étais petit en français, et parfois je me disais que la traduction française était encore meilleure que l'original, surtout dans ce cas-ci par exemple. Par exemple, Howl, vous avez Ordinary Wizarding Levels, donc vous avez cet examen, je pense, après la 5e année, et évidemment il y a le jeu de mots avec Howl, qui veut dire le hibou. Mais comment est-ce que vous voulez retranscrire ça? Parce que c'est un acronyme. Donc là, il faut vraiment se creuser les méninges, et je pense que la traduction est absolument parfaite. C'est Buse. Buse qui est aussi un animal, un rapace nocturne, et qui est l'abréviation de brevet universel de sorcellerie élémentaire. Et en plus, il y a un petit effet comique parce que Buse en français, ça peut vouloir dire quelqu'un d'un peu stupide. Par exemple, on peut dire triple Buse.
Donc il y a un petit effet comique. Et je pense que c'est typique du français de Belgique, mais on peut buser quelqu'un. Donc à l'école, oh, il y a ma prof qui m'a busé. Donc ça veut dire elle vous a mis des mauvais points. Alors le sorting hat, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Celui qui désigne la maison. Le choix-peau magique, exactement. Qui est donc un excellent mot valise, puisque c'est chapeau, choix. Et donc, voilà, alors que sorting hat, vous avez deux mots différents. Mais voilà, c'est un bel exemple d'inventivité. Oh, pardon. Alors, squib, c'est en fait un enfant qui est né de parents sorciers, mais qui n'a aucun pouvoir. Et donc, squib, c'est un peu cette notion de quelqu'un qui ne sait rien faire de ses 10 doigts, d'un peu paresseux, etc. Et donc, pour le retranscrire, en français, ça donne craque-molle. Donc, dedans, on a molle, un peu mou, et craque. Bon, voilà, quand on entend craque-molle en français, on sait que voilà, c'est quelqu'un qui a des petits problèmes, comme on dit chez nous, qui n'a pas tous ses frites dans le même sachet. Et enfin, muggle, je pense il apparaît dans un texte anglais du XVIe siècle, un truc comme ça, mais il y a vraiment c'est quelqu'un qui n'a aucun lien avec le monde magique, donc comme vous et moi, donc qui n'est pas initié à la magie. Et en français, c'est moldu. Alors, ça, c'est aussi une belle trouvaille parce qu'il y a l'expression en français être mou du bulbe, par exemple, qui veut être un petit peu idiot. Donc dedans, il y a vraiment cette notion de mou, de pas très intelligent. Alors, avant de commencer à traduire, pardon ? Oui, pas de souci. Petite photo. Alors, il y en a des centaines de mots j'en ai pris quelques-uns, mais c'est vraiment intéressant d'analyser l'étymologie des mots et de voir comment la transformation a été opérée. Voilà. Alors, conseil numéro 1, avant de commencer à traduire, lire des bonnes traductions. Alors, c'est quelque chose, j'en parlais il y a 2 jours avec Richard Simcott, il y a véritablement moyen d'oublier sa langue maternelle. Pas totalement, et généralement ça revient très vite, mais quand vous vivez dans un pays étranger, il y a véritablement moyen de perdre certains mots, de ne pas revenir sur certains mots. Et donc, la première chose, c'est vraiment de peaufiner votre langue maternelle en lisant des textes dans la traduction. Moi, ça m'arrive souvent, je lis une traduction, donc par exemple, là je viens de finir l'intégrale du Sorceleur, de Witcher, donc ça c'est aussi un bel exemple de transcréation. Et parfois il y avait des phrases tellement... Je sentais qu'il y avait quelque chose derrière, et j'allais voir dans l'original pour voir exactement comment le traducteur avait réussi à traduire une certaine phrase. Donc, ce qui aide aussi quand vous lisez des traductions, c'est que vous adoptez des automatismes et vous comprenez comment le traducteur en est arrivé à sa version définitive. Le deuxième exemple, c'est le voyageur et le clair de lune, en hongrois Utas és Holdvilág, qui pour moi est vraiment le livre qui m'a fait découvrir la littérature hongroise et qui m'a donné aussi envie d'aller à Budapest, parce que la traduction est juste impeccable, et voilà, c'est un bon exemple. Alors, conseil numéro 2, enrichir son vocabulaire. Alors moi, personnellement, j'utilise Anki. Tout le monde connaît Anki, l'application. Donc c'est vraiment le concept de flashcard, mais complètement personnalisable. Donc là, par exemple, ben voilà, on va se faire un petit question pour un champion. Il y a au moins 2 francophones. Matière gluante s'accumulant sur le bord des paupières. Vous savez ce que c'est ? Alors c'est là... Pardon ? Crotte d'œil, c'est pas très médical. Oui, donc il y a crotte d'œil qui a été proposé, oui, qui a été suggéré, mais il y a un terme médical et très précis pour ça, c'est la chassie. On a des yeux chassieux, par exemple. Alors c'est vraiment le genre de mot que vous n'utiliseriez jamais dans la vie normale, mais dans les textes littéraires, ça arrive très très souvent. Donc, je sais pas moi, Aniko se réveilla les yeux chassieux. Et donc, il faut vraiment avoir ce mot en tête
pour pouvoir vraiment utiliser, mobiliser la langue française au maximum. Alors, blême, maladif, blafard, blême, il y a un synonyme à ça. Oui, oui, oui. Et c'est pas palot. Il y a le terme have, par exemple, quelqu'un avec le teint have. Donc ça, c'est le genre de mot. Moi, j'ai dû aller au dictionnaire, par exemple, première fois, il y a un petit temps maintenant, mais voilà, c'est... Parce que les synonymes sont extrêmement importants en traduction. Parce que vous avez 2 synonymes dans la langue source, et il faut trouver quelque chose en français. Il n'y a pas d'autre solution. Et enfin, excessif ou pompeux dans les éloges. Bon, là, c'est vraiment le niveau supérieur. Pardon ? Ça pourrait correspondre. Alors, si je vous dis mythologie grecque, peut-être ça va en aider quelqu'un. Dithyrambique. Donc moi, ce que je fais dans mes fiches Anki, c'est que quand c'est possible, j'écris un exemple, donc le dithyrambique d'hydro, par exemple, et quand il y a une étymologie intéressante pour un mot, eh bien, je la mets entre parenthèses. Donc là, ça vient du grec dithyrambos, qui était un hymne à Dionysos. Et donc comme ça, j'essaye d'utiliser ces fiches le plus souvent possible, et comme ça nous reste en tête, et ça m'est déjà arrivé plein de fois d'être dans une traduction, vraiment, comme on l'appelle dans le jargon, le tunnel, donc c'est-à-dire un état d'esprit vraiment de concentration où vous ne voyez pas le temps passer, et je me dis, ah mais oui, j'ai vu ça dans ma fiche Anki hier, et ici ça correspondrait vraiment bien. Donc voilà, ça peut aider. Et enfin, le 3e conseil, c'est de traduire des textes déjà traduits. Alors, pourquoi est-ce que c'est utile ? Eh bien, vous allez pouvoir comparer votre traduction avec la traduction officielle. Et ça, je peux vous assurer que ça vous apporte un tas de conseils. Donc, par exemple, ça, c'est là, je viens de finir Dune de Frank Herbert, que j'ai lu en traduction. Et il y avait un passage qui vraiment m'intriguait. Je me disais, mais comment est-ce que... Enfin, j'ai d'abord regardé la traduction, j'ai laissé décanter ça un petit peu, et puis j'ai regardé l'original pour voir si je pouvais faire mieux, simplement. Alors la phrase c'est The Baron Vladimir Harkonnen raged down the corridor from his private apartments, flitting through patches of late afternoon sunlight that poured down from high windows. He bobbed and twisted in his suspensors with violent movements. Alors, c'est seulement 2 phrases, mais il y a pas mal de difficultés. Déjà, rage down. En anglais, on peut utiliser les préfixes, les suffixes, etc., les verbes composés pour exprimer 2 choses à la fois. To rage down, donc ça veut dire il marchait, il descendait le couloir, ou il marchait dans le couloir, et il était énervé. Alors qu'en français, on ne peut pas vraiment faire ça. Flitting, to flit, donc c'est aller à droite, à gauche, un peu virevolter, enfin voilà, vibrionner, enfin il y a plein de traductions possibles. Through patches of late afternoon sunlight. Ça c'est une difficulté plus visuelle. Donc il faut vraiment s'imaginer, j'ai un de mes professeurs qui dit toujours, on ne peut pas traduire sans voir. Il faut vraiment s'imaginer la scène, sans ça, impossible de vraiment rendre ce qu'a voulu dire l'auteur. Donc là, il faut vraiment voir la scène. On a le baron qui descend le couloir, et on a des taches de lumière qui sont sur le sol, et donc il passe à travers ces lunettes ces taches de lumière qui passent à travers les hautes fenêtres, et en plus on a de late afternoon sunlight, donc on a une précision temporelle. Comment est-ce qu'on va rendre ça en français ? Parce qu'on peut dire lumière de fin d'après-midi, mais ça va donner une phrase un peu kilométrique. Et enfin, he bobbed and twisted. Bon, ça c'est 2 verbes vraiment d'action. Il va falloir trouver quelque chose d'un peu intriguant. In his suspensors. Et ici on a un néologisme. Alors, suspensors, ça existe en fait, mais Dune, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ouvrage de science-fiction qui se déroule sur une autre planète, etc. Et donc, Suspensor, c'est une espèce... Parce que le baron est très gros, en fait, très gros et gras, il ne sait pas se déplacer de lui-même, et donc c'est une espèce d'appareil qui le maintient en apesanteur et qui lui permet de se déplacer. Donc, pour ça aussi, on va devoir trouver un équivalent. Alors, l'exercice,
Euh, j'ai d'abord essayé de traduire par moi-même, vraiment en me détachant de la traduction officielle. Et moi, ma traduction, c'était plein de rage. Le baron Vladimir Harkonnen traversait le couloir qui menait à ses appartements privés. Il se balançait et s'agitait frénétiquement dans ses suspenseurs, passant entre les taches de lumière qui filtraient des hautes fenêtres en cette fin d'après-midi. Alors, je ne dis pas que c'est une traduction parfaite, mais j'ai véritablement essayé de restructurer la phrase. Donc là, vous avez par exemple « Flitting through patches of late afternoon ». Là, je l'ai mis dans la deuxième phrase. D'accord ? Alors qu'ici, dans l'original, c'est la première phrase. Parce qu'au début, je me disais « traverser le couloir qui menait à ses appartements privés en passant entre les taches de lumière ». Là, ça fait vraiment trop long. Et maintenant, on va pouvoir le comparer avec la traduction officielle de Michel Demuth. Plein de rage, donc là on a eu la même idée, le baron Vladimir Harkonnen arrivait de ses appartements. Donc là il prend un autre point de vue, arrivait de ses appartements, le geste frénétique, donc là on a une petite incise, roulant et tanguant. Alors tanguer, c'est un terme de marine en fait, c'est quand vous avez le bateau qui roule et qui tangue sous l'effet des vagues dans ses suspenseurs, tout en suivant les longs couloirs. Et là, je dois dire que la traduction officielle me plaît plus pour cette partie-là, de flaque de soleil en flaque de soleil. Alors une flaque, c'est en anglais a puddle. Donc c'est vraiment comme s'il marchait dans des flaques. Et je pense que c'est une excellente trouvaille, très poétique. Moi, j'ai simplement parlé de taches de lumière. Mais il y a, par exemple, des parties qui ne sont pas dans la traduction officielle. On a that poured down from high windows, qui pour moi est assez important. On voit vraiment le palais Harkonnen avec des immenses fenêtres et avec la lumière qui passe à travers. Tout ça est perdu dans la traduction officielle et le couloir qui menait à ses appartements privés. Enfin voilà, c'est de ça que je parlais quand je disais qu'il faut toujours faire des compromis. Il y a des fois, on ne peut tout simplement pas reprendre tous les éléments de l'original et on doit laisser tomber certaines choses. Souvent ça fend le cœur, mais on y est forcé. Alors, je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Ah ben voilà, juste quelques mots sur un cas de traduction controversé, le cas du Trône de Fer, donc Game of Thrones, qui est vraiment le cas de traduction qui a fait vraiment un tollé en France. Le traducteur s'appelle Jean Sola, et il est auteur, je pense, d'autres livres, donc c'est vraiment un auteur avant d'être un traducteur. Et le gros problème qui se retrouve dans ces traductions, c'est qu'il a voulu réécrire l'œuvre de George Martin. Donc vraiment, y mettre son grain de sel, comme on dit. Parce que, c'est ça qui est important, le traducteur est au service du texte. On n'est pas des auteurs. Il faut vraiment rester le plus près possible du style original. Donc, un exemple de phrase. Sir Wymite Royce was the youngest son of an ancient house with too many heirs. He was a handsome youth of 18, grey-eyed and graceful and slender as a knife. Et là, on a la traduction. Dernier né d'une ancienne maison trop riche en rejetons, Sir Wymite Royce était un beau jouvenceau, dont les 18 ans arboraient, outre force grasse et des yeux gris, une sveltesse de fleuret. Alors, les francophones dans la salle, au niveau du style, qu'est-ce qu'on peut dire ? Exactement. Oui, pardon ? Voilà, c'est un peu risible. Enfin, voilà, personne ne parle comme ça. Alors, son argument principal, c'était que Game of Thrones, ça se déroule dans un contexte un peu fantastique, moyenâgeux, etc. Donc il a délibérément archaïsé le langage, alors que la langue qu'utilise George Martin, c'est vraiment assez sobre, c'est de l'anglais normal, quoi. Alors qu'en français, parfois, personnellement, j'ai dû faire des allers-retours dans mon dictionnaire, parce qu'il y a des mots que littéralement je ne comprenais pas, parce qu'ils sont tellement rares. Donc ici, par exemple, trop riche en rejetons, ici on parle de heirs, donc de vraiment d'héritiers. Était un beau jouvenceau. Jouvenceau, voilà, ça fait un peu moyenâgeux aussi, voilà, un petit éphèbe. Outre force grasse, voilà, ça peut être formulé vraiment d'une autre façon. Et ça,
pour moi, c'est une traduction. Désolé, donc ça c'est une autre traduction qui est plus proche de l'original. Était le dernier né d'une ancienne maison qui avait donné bien trop d'héritiers. Ici, on garde le mot d'héritier. C'était un beau jeune homme, on oublie le jouvenceau, de 18 ans, aux yeux gris et fort gracieux, dont l'allure élancée, ou bien svelte, c'est au choix, rappelait, n'était pas sans rappeler, celle de la lame d'une épée. Donc là, on est déjà beaucoup plus proche de l'original. Un autre exemple, bon, plus avec les dialogues. Betty killed them all himself, he did, Garrett told the barracks over wine. Twisted their little heads off, our mighty warrior. They had all shared the laugh. Et la traduction, comment non? Ce gosse s'égarait. Ça fait un peu belge, hein? Non, peut-être. Ce gosse s'égarait au cours des beuveries du camp. Si fait, toutes ces bestioles, il les a tuées de ses propres mains, notre puissant guerrier. Leurs petites têtes, quick, arrachées d'un tour de main. S'en était-on claqué les cuisses avec les copains. Donc là, on a le si fait qui n'est pas dans l'original. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais en fait, le plus gros problème, c'est they had all shared the laugh. Donc simplement, ils ont tous rigolé. Et là, le traducteur vraiment transforme la phrase comme si c'était un seul guerrier qui avait été là pendant l'événement et qui le raconte aux autres. Donc, s'en était-on claqué les cuisses avec les copains? Donc ça veut dire rire très fort. Et là, je ne sais pas très bien comment il est arrivé à cette conclusion, mais en tout cas, c'est la traduction de Jean Sola. Là, on arrive à la fin. Bon, une toute petite dernière pour finir. Are they dead? Royce asked softly. What proof have we? Et la traduction. S'ils sont morts, répliqua doucement Royce, et rien ne prouve que ceci le soit. Donc, on a une question vraiment où il s'interroge, mais are they dead? What proof are we? Et dans la traduction, s'ils sont morts, et rien ne prouve. Donc, c'est vraiment une affirmation. Donc, on perd l'émotion du personnage, on perd l'incertitude, on perd un peu le désespoir qui réside dans cette phrase. Donc voilà, je ne veux pas parler de mauvaise traduction parce que c'est un parti pris, mais voilà, c'est vraiment un exemple où l'auteur s'est mis en avant de l'auteur. Donc le traducteur, c'est un peu souvent un métier de l'ombre. Il faut rester dans l'ombre de l'auteur. C'est lui qui a écrit le texte original et c'est notre travail de vraiment respecter sa pensée. Alors, pour finir, une petite métaphore que j'aime bien, c'est qu'un bon traducteur littéraire, c'est un peu comme un paysage enneigé. C'est-à-dire, le paysage est différent parce que tout est blanc. D'accord? Ça, la neige, c'est la métaphore pour la langue vers laquelle on traduit. Mais toutes les formes en dessous restent les mêmes. D'accord? C'est à ça que doit tendre un traducteur. C'est vraiment qu'on puisse distinguer toutes les petites formes qu'il y a en dessous et ne pas commencer à bâtir des choses sur ce que l'auteur a fait. D'accord? Donc vraiment épouser la forme de l'original. Et enfin, pour finir, une petite citation de ce bon vieux Boileau qui, à mon avis, convient bien pour la traduction littéraire. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. Donc une traduction littéraire, parfois on y revient après des semaines et des semaines. On se dit, en fait, oui, ce passage-là que je pensais avoir bien traduit, eh bien, maintenant je vois que j'avance dans le livre, mais en fait, je vais y revenir et je vais resculpter un petit peu ma phrase et la réarranger d'une autre manière. Donc voilà, posez vos questions sur Slido si vous en avez, et merci beaucoup. Alors, ouais, il y avait une question. Ah oui. Alors la traduction des mots propres, je pose des noms propres dans Harry Potter, est vraiment impressionnante. Est-ce que le traducteur du Sorceleur était si créatif avec les noms de monstres? Alors oui, j'ai vraiment adoré la traduction du Sorceleur
parce que, alors j'ai pas d'exemple concret en tête, mais la lecture était extrêmement fluide. Et parfois j'ai vraiment ouvert des... J'ai été sur Wikipédia ou sur d'autres sites, parce qu'évidemment, il y a tout ce qui est mythologie slave, des créatures fantastiques qui sont vraiment bien connues, des Polonais entre autres, et vraiment, il n'y avait aucune note du traducteur. Donc ça, c'est un grand piège. Il y a des traducteurs qui veulent vraiment mettre des notes en bas de page pour vraiment dire oui, par exemple, cette monnaie-là, à l'époque, ça valait autant d'euros aujourd'hui, ou vraiment des informations un peu parasites qui, pour moi, nuisent un peu au plaisir de lecture. Parce qu'à chaque fois que vous descendez, vous lisez une note de bas de page, ben vous vous rendez compte, mais en fait, oui, c'est un rappel que c'est une traduction. Or, le but d'un traducteur littéraire, c'est que le lecteur ne se rende pas compte, justement, que c'est une traduction, et que le tout soit extrêmement fluide. Alors, est-ce qu'un traducteur littéraire a parfois l'option de travailler directement avec l'auteur d'un texte et le consulter? Excellente question. C'est mon cas parce que je traduis du hongrois. Donc évidemment, ce sont généralement des petits auteurs qui sont très 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 contents quand on leur dit qu'on va traduire leur livre. Donc même parfois c'est eux qui viennent vers moi en disant oui, j'ai ce livre-là que je dois traduire, etc. Et c'est aussi le grand avantage de traduire des auteurs vivants. Parce que on peut simplement leur envoyer un mail s'il y a une incertitude pour un mot ou une phrase, et vous pouvez vraiment aller à la source pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Donc effectivement, ça vaut toujours la peine de poser des questions à l'auteur pour être absolument sûr du sens d'une phrase. Alors, est-ce qu'on passe de plus en plus de l'usage du passé simple à l'usage du passé composé dans les livres français? Alors, mon expérience, c'est non. Moi, par exemple, je traduis au passé simple. La nouvelle que j'ai traduite, enterrement de Kafka Margit, tout était au passé simple parce que voilà, c'est le temps du récit. Est-ce que les choses vont changer? Je ne suis pas sûr. Mais ce que je sais, c'est que pour les non-francophones, le passé simple, même pour les francophones natifs, le passé simple, c'est vraiment une corvée. Donc si vous avez des difficultés, vous inquiétez pas. Moi, je vais souvent dans mon Becherel pour vraiment vérifier que la forme est la bonne. Alors, quelle est la rentabilité de la traduction littéraire en comparaison à la traduction technique? Parce que la littéraire prend beaucoup plus de temps. Excellente question. Alors, au niveau du paiement... On va parler pépay. Alors, la traduction technique, donc vous êtes soit in-house, donc vous travaillez dans une entreprise, c'est mon cas, ou bien vous êtes freelance. Alors, la traduction littéraire, ce qu'il y a, c'est que vous touchez des royalties, donc ça veut dire au plus un livre sera célèbre, au plus vous allez avoir de l'argent. Donc, vous avez des droits d'auteur. Votre traduction, c'est une œuvre littéraire, au même titre que l'ouvrage de base. Donc, la traduction littéraire est moins lucrative, surtout au début, mais si vous traduisez un Harry Potter, ben voilà, vous êtes le roi du monde. Donc c'est ça aussi le métier de traducteur littéraire, c'est de pouvoir repérer des auteurs qui, à votre avis, vont faire un tabac, et comme ça, ben, voilà, c'est mieux pour vous et c'est mieux pour lui. Parce qu'effectivement, traduction littéraire, ça demande énormément d'efforts et de temps. Et donc, si vous passez 2 ans de votre vie à traduire un petit auteur et finalement ça sort en librairie et après 2 mois, vous vous rendez compte que ça a vraiment fait un flop, ben c'est un peu décourageant. D'accord ? Donc ça fait partie du métier, vraiment de parler avec les auteurs et de lire énormément. Est-ce que tu nous donnerais des conseils pour commencer une fois donc pour commencer en traduction littéraire? Mais commencer dans le métier, tu veux dire? Oui. Moi, je dirais commencer à aller, par exemple, à la foire du livre de Bruxelles, hein, une fois, pour parler un peu avec les auteurs et voir vraiment ce qui peut se faire dans ce milieu-là. Moi, personnellement, je traduis du hongrois, qui est une toute petite langue, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de tâches de travail que de traducteurs. Donc ça veut dire des textes, il y en a. Mais si vous avez... Il y a énormément d'exemples de traducteurs qui ont commencé... simplement, ils avaient un livre en anglais, par exemple, qui n'avait pas encore été traduit. Ils commencent à le lire, etc. Et ils veulent le faire partager. Et c'est eux qui se lancent dans cette carrière-là
ils traduisent leur premier livre, l'éditeur adore. Pour l'éditeur, c'est du pain béni. C'est-à-dire, quelqu'un arrive avec un manuscrit, l'éditeur a le droit de le rejeter ou de l'accepter. Donc, il faut vraiment se lancer. Effectivement, c'est un investissement de temps, si vous voulez, une traduction vraiment fidèle et bien peaufinée. Mais voilà, je pense que le contact avec les éditeurs et les auteurs, c'est extrêmement important dès le début. Alors, comment faire avec les régionalismes? As-tu déjà traduit du hongrois transylvain? Est-ce le style personnel qui passe la variété locale de la langue? Excellente question. Alors oui, j'ai traduit un auteur transylvain qui s'appelle Székely Csaba. Et il y avait des expressions vraiment transylvaines. Parfois, bon, j'ai pas pu tout retranscrire, mais il y a une pièce qu'il a écrite qui s'appelle Bánya Virág et qui, en fait, le sujet, ce sont les rivalités entre les Hongrois du Székelyföld, donc les sicules en français, et les autorités roumaines. Et donc, en fait, il y a énormément de jeux de mots, etc. Parce que vous savez qu'en Transylvanie, il y a énormément de mots roumains qui sont passés au hongrois et inversement. Et je sais qu'il y a un traducteur, je pense, polonais, justement, qui a complètement renversé la traduction et qui a fait comme si ça se produisait en Silésie, je pense. Et donc tous les conflits, les rivalités, en fait, ça se passait entre les Silésiens et des gens de Cracovie ou quelque chose comme ça. Désolé, je suis pas spécialiste, mais vraiment pour rendre tous ces expressions savoureuses, etc., les jeux de mots. Donc il a complètement changé l'endroit où se déroule l'action. Donc ça peut être une solution. Mais j'ai pas eu cette expérience encore. As-tu peut-être des conseils pour les personnes qui traduisent des livres mais n'arrivent pas encore à publier ces œuvres chez les maisons d'édition? Alors, si c'est votre cas, moi je dirais, si vous croyez en votre livre, déjà il faut la traduction de base. Si vous croyez en votre livre, surtout, il faut persévérer, parce que moi, par exemple, ma directrice de mémoire, donc, qui m'a supervisé pendant mes études, qui s'appelle Joëlle Dufeuilly et qui aujourd'hui est vraiment la traductrice de référence du hongrois, elle a eu la même chose, donc, c'est-à-dire elle avait un livre qu'elle adorait, elle a vraiment essayé chez pas mal d'éditeurs, elle a été refusée de nombreuses fois, comme J.K. Rowling par exemple, avant la publication de Harry Potter, et c'est seulement quand un éditeur a réussi à lui donner une chance qu'il s'est avéré que c'est devenu un succès mondial. Et du coup, si quelqu'un a une traduction, ça peut prendre des années parfois, parce que il faut envoyer le manuscrit, parfois c'est 6 mois, ça doit passer par le conseil de lecture, et donc il faut juste essayer. Alors, comment fais-tu la traduction pour les jeux de mots? Ah, je pense que j'ai un bon exemple. Quelqu'un parle hongrois ici? Non, pas grave. Donc là, j'ai traduit une pièce qui s'appelle Tease de Székely Csaba, l'auteur transylvain. Et il y avait un jeu de mots. Oui, c'était Van Barátom, qui veut dire j'ai un copain. Donc c'est un mec qui accoste les filles dans la rue et la meuf dit Van Barátom. Donc je suis pas intéressé, j'ai un copain. Et le personnage principal répond « Ah, c'est du hollandais, parce que c'est Van ». Donc c'est difficile si vous ne comprenez pas le hongrois. Mais j'ai traduit ça, j'ai complètement retourné le truc, et c'était « Je suis prise ». Et j'ai traduit ça par « Ah, tu fais du judo ?» ou un truc comme ça, tu vois, parce que prise de judo. Donc voilà, c'est ça aussi qui est super dans la traduction littéraire, c'est qu'il y a plein de défis, et qu'il faut à chaque fois trouver quelque chose. Et parfois, on peut être fier de sa traduction, quoi. Il faut que ça mûrisse, et puis on peut la présenter très fièrement et être content de son travail et être publié. C'est le principal. Donc voilà, malheureusement, c'est la fin des questions. Il y a encore des questions? Je peux encore y répondre? Ok. Donc ne posez plus de questions sur l'application. Très très rapidement, est-ce que l'adaptation d'un texte ancien, par exemple la traduction d'un texte en français du XVIIe, pose des défis additionnels? Traduction d'un texte en français du XVIIe. Oui, sans doute. Alors j'ai pas cette expérience parce que ce sont
seulement, je traduis des auteurs contemporains, mais effectivement, je suppose qu'il y a, il y a pas mal de choses à faire. Je sais qu'il y a des textes, par exemple la chanson de Roland qui a été traduite en hongrois, donc qui a été traduit avec des mots de vieux hongrois pour vraiment reproduire le style et le propos. Alors, est-ce qu'il y a des particularités dans la langue hongroise ou française qui sont difficiles à traduire? Grammaire, syntaxe, énormément. Déjà, ne fût-ce qu'avec les préfixes, suffixes, parce qu'en hongrois, vous pouvez jouer avec ça et faire des jeux de mots en utilisant un autre préfixe. Enfin, c'est tout un sujet. Mais effectivement, il y a énormément de difficultés, ne fût-ce que dans... oui, avec l'ordre des mots, etc., des mots qui ont des doubles sens. Mais ça, je pense que c'est dans n'importe quelle langue. Mais vu que la grammaire du hongrois est tellement différente de celle du français, les phrases doivent être vraiment à chaque fois restructurées, réorganisées. Et donc, voilà, c'est pas toujours très facile. Est-ce que tu préfères traduire un texte d'une époque en retenant les anciennetés des mots ou en les modernisant pour qu'ils puissent être lus facilement comme avant? Alors moi, je suis de toute façon un partisan de la fluidité du texte, donc il faut garder le style d'une certaine époque. Comme je l'ai dit, j'ai traduit que des auteurs contemporains, mais si vous voulez... il faut trouver un juste milieu, comme on dit. Mais j'ai pas cette expérience, donc malheureusement je peux pas dire. Alors s'il y arrive des traductions qui requerraient de les refaire, ça se passe qu'on les fait tout de nouveau. Par exemple, celle de Jean Sola que tu as mentionnée, tout à fait. C'est le cas pour le livre Dune de Frank Herbert, qui a été retraduit pour la simple et bonne raison qu'en fait, vous commencez à traduire un livre, vous savez pas ce qui va venir après. Donc les tomes postérieurs, vous ne savez pas ce qu'il va y avoir dedans. Et un excellent exemple, c'est dans Game of Thrones, le nom de Hodor. Pas de divulgachage, comme on dit au Québec, pas de spoiler, mais vous savez que dans, je pense, le 5e livre, Hodor, il s'appelle comme ça parce que hold the door. Alors que tous les traducteurs du monde entier ont simplement gardé le nom Hodor, parce qu'ils ne savaient pas que ça allait arriver. Donc souvent, il y a des retraductions qui sont faites pour prendre en compte certains éléments qui ne sont révélés que dans les tomes postérieurs. Et d'autres auteurs comme Shakespeare, etc., qui sont fréquemment retraduits pour être adaptés à l'époque actuelle. Voilà, merci beaucoup.